Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la balado-diffusion de la Maison du Père, à l'écoute de l'itinérance. Ça sera notre deuxième balado-diffusion. La dernière fois, on n'avait pas fait une introduction. Alors là, ça me fait plaisir de me présenter. Je suis Benoît Roux, agent administratif à la Fondation de la Maison du Père. Puis j'accueille aujourd'hui mon cher collègue Gerson, intervenant au CAR. Bienvenue à Balado, Gerson. Bonjour, bonjour à tout le monde. Mon nom est Gerson. Je suis intervenant ici au CAR, à la Maison du Père. Et donc, je viens d'avoir un nouveau poste comme intervenant de pivot. On va en parler au cours de l'entrevue. Donc, merci. Bienvenue à la balado, Gerson. On a parlé du CAR, mais le CAR, donc ça c'est une abréviation. Ce que j'en comprends, c'est que c'est un peu l'ancien refuge, mais ça change un petit peu de vocation en même temps. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est plus en détail. En effet, je parlais un peu avant la COVID et après pendant la COVID. Oui. Parce que avant c'était refuge, comme tu as signalé, on avait 200 places. Donc les gens arrivaient tous les jours pour la nuit. Donc c'était à nuitée. Donc c'était juste des lits d'urgence. Donc, avec l'arrivée de la COVID, donc on a repensé et on a instauré un nouveau programme qui s'appelle CAR. Donc, CAR, c'est Centre d'accueil hébergement en référencement. Oui. Donc, maintenant, on a divisé ça en deux parties. Fait qu'il reste quand même la place pour l'urgence. C'est 35 lits et 60 lits pour les gens qui sont dans le programme. Donc, le CAR, c'est un programme de 4 mois. Et donc, quelqu'un qui veut rentrer dans le programme doit rencontrer un intervenant pour faire une rencontre. Et puis, par la suite, selon les objectifs de la personne, on va faire un comité de priorisation parce qu'on a beaucoup de personnes qui aimeraient ça rentrer dans le cadre. Donc, on va faire le triage selon les objectifs et selon la vulnérabilité des participants, des usagers, on va dire. Donc, pendant 4 mois, la personne va avoir un intervenant attitré à lui qui va pouvoir l'aider dans ses démarches, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de trouver un emploi. On rentre dans presque toutes les sphères de la vie de la personne. Et puis, ça dure 4 mois. Donc, en effet, en grosso modo, c'est ça un peu le cas. OK. Donc, ce que je comprends, moi, c'est que le refuge, avec la pandémie, ça a donné l'opportunité de changer un peu l'approche du refuge pour faire quelque chose qui soit plus axé sur le long terme. Est-ce on peut dire ça? Oui, en effet, c'est ça, parce que la pandémie... Mais il y a encore, bien sûr, l'hébergement d'urgence. Ça, c'est encore présent, sauf que l'approche change quand même. Oui, c'est ça. On a encore 35 lits, comme j'ai dit. Oui. On a encore 35 lits pour l'urgence. Mais maintenant, on est plus axé sur le programme à long terme pour pouvoir accompagner les gens de manière à long terme aussi. Comme ça, on va pouvoir aider les gens à trouver un emploi, à trouver un logement et réduire aussi la population d'itinérance. C'est ça le but. OK. Donc, on en sait plus sur le lieu où tu travailles. J'aimerais savoir plus sur toi. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu me parler de ton parcours? Vous voulez dire mon parcours ici à la Maison du Père ou en général? En général. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Bon, en fait, mon parcours. Donc, être intervenant à la base, c'était une vocation. J'ai toujours voulu devenir psychologue. Et donc, j'ai un bachelier en psychologie à l'Université de Montréal. Et puis, il faut dire aussi, j'ai grandi dans ce milieu-là parce que ma soeur est travailleuse sociale et j'ai une autre soeur qui est éducatrice spécialisée. Ma mère était prof, puis maintenant, depuis plus de 15 ans, elle a une famille d'accueil qu'elle dirige. Et moi-même, j'ai grandi aussi dans cette famille d'accueil-là. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là, puis en fait, c'est ce qui m'a poussé à devenir plus intervenant, puis qui a nourri aussi cet engouement, cette vocation que j'avais déjà étant jeune. Et donc, en grosso modo, c'est ça, je dirais. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Tu me dis que tu as grandi là-dedans, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est aider les gens?
Est-ce que tu t'identifies aux gens que tu aides? Qu'est-ce que... Bon, en fait, oui, aider les gens parce que bon, depuis quelques années, j'aide aussi ma mère aussi avec la famille d'accueil. Donc, Oui, oui. que ce soit au niveau de aide aux devoirs, faire des activités avec les ados. Et puis, bon, je me suis retrouvé là-dedans. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. Puis après mon bac à l'université, donc j'ai postulé ici à la Maison du Père et on m'a accepté. Donc, faut dire, depuis l'université, c'est vraiment la Maison du Père, c'est ma première expérience dans l'intervention de manière formelle, en fait. Puis là, tu es ici depuis combien de temps? En fait, aujourd'hui, c'est trop de coïncidences. Ça fait exactement jour pour jour. Je suis rentré le 24 novembre l'année dernière. Et aujourd'hui, ça fait 1 an exactement que je suis à la Maison du Père. Quelle heureuse coïncidence! Ouais. Donc voilà. Si on l'avait préparé, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc, bon anniversaire. Bon, merci. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu accomplis comme tâche dans ton travail jour après jour? Bon, faut dire, au départ, quand je suis rentré à la Maison du Père, je travaillais de soir. C'était un poste de soir. Donc, je commençais à 13h à 23h. Donc, c'était 4 jours semaine. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai postulé pour un poste de jour. Donc, du lundi au jeudi, de 8h à 16h. Donc, ce que je fais, c'est presque la même chose que je faisais le soir, mais avec un peu plus, je dirais, plus de demandes, plus d'autres tâches qui est ajoutées. Parce que, on va dire, le matin, on va prendre une journée fictive comme ça. Le matin, quand j'arrive à 8h, je m'occupe de l'organisation du plancher parce qu'il y a encore des usagers dans la maison qui font des tâches. Donc, je dois m'assurer que tout se passe bien. Parce que les usagers, ils doivent participer aux tâches. C'est ça quand ils sont admis à la Maison du Père. Ouais, le programme CAR, en fait, c'est ça. Donc, ça prend 1 mois de contribution, de participation. D'accord. Ouais, ça aide aussi à la personne dans ses démarches aussi, ou le retour éventuel sur le marché du travail aussi. Donc, on commence tranquillement avec ça. Et puis, bon, je réponds aussi aux demandes ponctuelles, on va dire. Je fais quelqu'un qui se sent pas bien. Donc, je suis là, je peux faire une intervention, soit pour appeler l'ambulance, ou quelqu'un qui est en consommation, qui a besoin d'une période de dégrisement. Donc, je vais appeler un autre organisme partenaire, l'Exode, pour une période de répit. Comme ça, la personne va pouvoir aller là-bas. Ou aussi, je planifie des rencontres avec mes suivis à moi, mais les usagers qui sont dans mon case close. Et donc, je profite le fait que je travaille le jour. Donc, les autres, ils rentrent à 2h. Fait je profite de la matinée pour faire des rencontres, pour faire des suivis, pour les aider dans leur démarche. Donc, c'est un peu ça que je... OK. Tu me parlais de gens qui peuvent avoir des problèmes de consommation de substances. Donc, je pense que ça a pu être une approche dans le passé de ne pas accepter les gens qui avaient des problèmes de consommation. Ici, à la Maison du Père, en ce moment, l'approche, je pense, c'est une réduction des méfaits. C'est quoi l'approche? Donc, on refuse pas des gens qui ont des problèmes, mais on... En fait, nous, ici, à la Maison du Père, c'est pas un organisme à haut seuil. À quoi? Haut seuil, donc on va prendre l'exemple de refuge de Hôtel Dieu. Ouais. Les personnes peuvent venir en état de consommation tant et aussi longtemps que la personne peut respecter certains principes, certains règlements du milieu. Okay. Mais ici, à la Maison du Père, on n'est pas haut seuil. Donc, quand il s'agit de consommation, si la personne, on va donner au moins 1 à 2 heures à la personne, le temps de dégriser un peu. Ouais. Et puis par la suite, la personne va pouvoir rentrer à la maison. On ne met pas la personne en restriction parce qu'elle est en consommation, sauf qu'on l'accorde le temps de dégriser pour que
pour sa sécurité et pour la sécurité des autres usagers aussi, parce que on est quand même beaucoup dans la maison. Quelqu'un qui est en consommation, on sait, à n'importe quel moment, ça peut déraper. Puis pour éviter ça, donc on demande à la personne de rester 1 heure, 2 heures à l'extérieur avant de rentrer dans la maison. OK. Après ça, donc, il faut s'assurer qu'il y a certaines règles qui sont respectées, comme avec tous les usagers, j'imagine. Ouais, exactement. Puis sinon, comment est-ce qu'on aide les gens qui ont des problèmes de consommation? Je sais que j'ai parlé à quelqu'un qui s'était fait référer au centre Dollar Cormier. Est-ce qu'il n'y a pas des rencontres pour alcooliques anonymes? Oui, ici? en fait, à chaque lundi, donc Ouais. à chaque lundi, on a le rencontre de AA qui viennent pour faire des rencontres avec les personnes qui ont des problèmes de consommation. Et puis sinon, on essaie aussi de trouver des places comme vous avez mentionné, et Dollar Cormier, Ouais. et Exode aussi. Ouais. Mais malheureusement, dans la communauté, on n'a pas assez de place pour ces genres de problèmes, parce que on a l'Exode et CRDM. Puis quand c'est rempli, ben, c'est nous qui devons gérer la situation, malheureusement. Ou l'autre option qu'on a, c'est l'hôpital, envoyer la personne à l'urgence pour se faire décrire. Là, justement, on parlait de référencement. Donc, le fait que dans notre organisme, ça fait partie du processus de référencer les gens dans des ressources qui sont mieux à même de les aider avec leurs problèmes. Pourquoi c'est important, donc, le référencement? Comment est-ce que c'est... Parce que je pense que ce qu'on dit souvent sur la Maison du Père, c'est que c'est de l'hébergement d'urgence, mais pas seulement. On essaye de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de nous éventuellement, qu'il y ait une solution à long terme pour sortir de l'itinérance. Donc, est-ce que ça fait partie de cette volonté-là d'avoir une solution à long terme, le référencement? Ouais, bon, en fait, cette question-là, c'est bien que tu la poses parce que ça fait référence à un nouveau poste que j'ai en ce moment comme intervenant pivot. Donc, un intervenant pivot, on peut dire, c'est un navigateur. Donc, on est là pour naviguer le système. Donc, oui, la Maison du Père, c'est notre employeur principal, mais on travaille avec tous les autres partenaires. Donc, et on va dire Diogène, Sentinelle, Prise, OBM, et Hôtel Dieu, tout ça. Donc, référencement, chaque organisme, en fait, dans le milieu, a un mandat bien déterminé. Peux-tu en présenter quelques-uns? Tu nous parlais de Diogène, par exemple. Ouais, bon, Diogène, on va dire que c'est plus au niveau de santé mentale. Donc, un usager qui a un problème de santé mentale, on va plus le référer à Diogène. Donc, j'ai parlé aussi de Sentinelle, c'est plus pour les anciens combattants. Donc, quand on rencontre quelqu'un ici, à la Maison du Père, puis la personne se présente comme étant un ancien combattant, donc tout de suite référer cette personne-là au Sentinelle. Donc, référencement, le mot le dit, c'est référer, mais référer, c'est bien référer. Donc, c'est un peu, si on fait l'analogie avec le système de la santé, on va dire que il y a des spécialistes. Donc, si quelqu'un a un problème au niveau des dents, on va l'envoyer voir un dentiste. Tout comme dans le milieu, donc quelqu'un qui a un problème de santé mentale, donc on va plus tendance à référer cette personne-là à Diogène, parce que eux autres sont plus mandatés sont plus équipés aussi pour pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, on est comme les médecins de famille. Exactement. on dispatche. D'accord. C'est exactement ça. Est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte de travailler à la Maison du Père, tu penses? Bon, d'abord le plaisir. Oui, il y a du plaisir là-dedans. Justement, la Maison du Père, on passe beaucoup de temps avec les usagers aussi. Ouais. Puis l'équipe, c'est quand même une très bonne équipe. On travaille en équipe. C'est vrai. Et puis, au niveau personnel, je dirais que ça me permet de faire de l'auto-évaluation sur moi-même tous les jours, parce qu'en tant qu'intervenant, on apprend à tous les jours et on essaie de s'adapter, parce que à la Maison du Père, on voit plusieurs types de personnes qui ont des problèmes différents aussi. Donc,
ça m'apporte c'est quand même une belle expérience parce que ça me permet de voir, de ne pas seulement, on va dire, de voir seulement des personnes avec des problèmes de santé mentale. Parce qu'ici, on voit des adultes, des jeunes adultes, des personnes âgées, donc qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes avec l'alcool, qui ont des problèmes de personnalité, des problèmes de jeu. Donc, c'est comme un gros package. Puis, ben, c'est un atout, on va dire, de travailler à la Maison du Peuple parce que ben, tu touches un peu à tous les problèmes dans le milieu, en fait. C'est ça. Moi, j'avais la question à propos des valeurs. Est-ce qu'il y a des valeurs que tu mets en pratique dans ton travail? Est-ce qu'il y en a qui ont été développées chez toi avec ton travail? Est-ce que l'empathie ou l'acceptation? Bon, en effet, ouais, il y en a qui ont été développés, tout comme, on va dire, l'écoute active. Parce que dans le milieu, il faut avoir une écoute active. On écoute les gens. Le plus souvent, quand tu es dans le bureau avec un usager, ben, c'est plus l'usager qui parle. Oui. Donc, il faut écouter la personne. Il ne faut pas écouter pour écouter, mais il faut avoir une écoute active. Donc, l'empathie, ça prend de l'empathie. Donc, en tant qu'intervenant, il faut que tu sois en mesure de te mettre dans la place de la personne pour ressentir les émotions, pour voir qu'est-ce que la personne est en train de vivre. L'écoute active, qu'est-ce que la partie active, veux-tu expliquer ce que ça signifie? Bon, l'écoute active, c'est que, et comment je lui dirais, c'est faire un suivi par rapport à ce que tu as écouté, en fait. De faire ressentir à la personne que je t'écoute pas seulement pour t'écouter, mais je t'écoute parce que je comprends ce que tu vis et je veux t'aider à trouver une solution. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas juste tu écoutes puis ça finit là, mais il y a un suivi par rapport à ce que la personne raconte. Puis, as-tu développé une approche particulière pour approcher les usagers? Est-ce que comment est-ce qu'on obtient leur confiance? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as développé, est-ce que c'est plus facile avec le temps? Bon, de tempérament, je suis quelqu'un de très jovial. Donc, ça m'aide beaucoup aussi parce que je rigole souvent avec les usagers et je fais toujours des rencontres, des interventions informelles. Donc, je ne vais pas attendre que je rencontre la personne dans le bureau pour parler avec. Donc, mettons à la cafétéria, la personne est en train de manger, je vais passer à côté, je vais faire une blague. Puis, je vois, il est en train de fumer au fumoir, on va faire une blague. Puis, ça crée un lien aussi. Parce que ben, la personne ne me voit pas seulement en tant qu'un intervenant, mais quelqu'un comme lui, en fait. Donc, c'est ça. Et puis, l'approche que j'ai développée, on va dire depuis à l'université, j'ai toujours aimé Carl Rogers puis Abraham Maslow. Donc, c'était psychologue de l'école humaniste. Mm-hmm. Et eux autres, c'est ton approche qui est Rogers et Maslow, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais. C'est une approche qui est axée sur la personne. Donc, mais ici, à la Maison du Père, on encourage l'empowerment aussi. Donc, c'est soutenir, encourager les efforts et l'autonomie de la personne. Ouais, on va accentuer sur chaque action positive que la personne pose pour l'encourager à devenir autonome aussi. Fait que ça fait un peu référence à l'approche axée sur la personne. Donc, les objectifs qu'on va travailler, c'est pas mes objectifs. Donc, c'est les objectifs de l'usager. L'usager est partie prenante du processus. Exactement. D'accord. Excellent. Puis finalement, je te demanderais, est-ce que ta perspective a changé sur les gens en situation d'itinérance? Est-ce que tu les vois différemment aujourd'hui? Ah oui, complètement, parce que avant, je n'étais pas vraiment en contact direct avec les personnes qui sont en situation d'itinérance. Donc oui, je les rencontrais au métro, dans la rue, tout ça. Oui, comme tout le monde, oui. Exactement, mais le fait de travailler avec eux, de les côtoyer tous les jours, ça me donne une autre perspective de ces gens-là complètement. Et donc, ça me permet de voir aussi que c'est une étape que peut-être tout le monde ne va pas passer par là, mais n'importe qui pourrait
être en situation d'itinérance, pour être sans logement, pour être sans emploi, c'est une étape de la vie. Et une fois que la personne est bien entourée, bien encadrée, donc la personne peut passer à une autre étape parce que il y a des usagers, beaucoup d'usagers qui étaient au cas dans notre programme et maintenant qui sont en logement, qui travaillent et qui nous envoient des cartes de remerciement pour ce que nous avons fait pour eux, tout ça. Puis c'est ça qui valorise en fait ce qu'on fait. Ouais. Donc, merci beaucoup, Gerson, pour ton témoignage. Là, je pense que ça nous aide beaucoup à comprendre ce que vous faites au CAR. Puis, donc, c'était un honneur de te recevoir à notre deuxième balado-diffusion. Donc, merci beaucoup. Bon, merci à toi, merci de m'avoir invité. Et puis, merci à tous les auditeurs, auditrices de balado-diffusion. Je veux te dire à bientôt.